Chers amis, bonsoir. J'ai le plaisir d'accueillir une nouvelle fois Benoît Billon pour un livre sur l'art opératif. Je crois que c'est ici Laurent Henninger qui, pour la première fois, nous avait parlé de Svietchine, qui est peu connu en France, mais qui va l'être beaucoup plus grâce à ce livre de dialogue avec Jean Lopez, que nous avons également reçu à 2 reprises, et que Benoît va nous présenter avant de répondre, s'il le veut bien, à nos questions. Cher Benoît, vous avez la parole. Merci, cher Bertrand. Bonsoir à tous. Merci pour cette nouvelle invitation, effectivement, et me donner l'opportunité de venir présenter ce livre, donc, qui est effectivement un livre un petit peu particulier, parce que c'est un livre à 2 voix, c'est un livre d'entretien, que nous avons conduit dans des circonstances qui étaient elles aussi un petit peu particulières, puisqu'il est né dans le confinement, donc ça a été un échange épistolaire, alors par mail évidemment, mais un échange épistolaire entre Jean Lopez et moi-même, pour explorer effectivement alors l'art opératif. Je vais y revenir, qui est une notion qui est mal connue en France, à la fois mal connue dans le sens où elle est peu connue, et dans le sens où elle est aussi assez souvent mal comprise, et notamment, et on y revient dans le livre, et j'aurai l'occasion d'en reparler, en raison de la façon du cheminement intellectuel qu'a suivi cette notion pour arriver jusqu'à nous, en passant par la culture stratégique américaine, qui a induit un certain nombre de biais. Mais c'est aussi un livre qui, du coup, nous a donné l'occasion de faire un petit peu une grande promenade au travers de l'histoire militaire, parce qu'on commence avec la guerre du Péloponnèse, donc bien avant l'Union soviétique, bien avant l'art opératif et bien avant la naissance du théoricien qui est un petit peu le fil conducteur intellectuel de l'ouvrage, qui est Alexandre Svietchine. C'est voilà, on va finalement de la guerre du Péloponnèse à la guerre en Ukraine, même si le moment où nous avons fini le manuscrit, le conflit venait seulement d'éclater, donc il était évidemment bien trop tôt pour faire davantage que l'évoquer rapidement dans le livre. Mais bon, on aura, j'imagine, ce soir l'occasion de l'évoquer plus largement, même si, encore une fois, bien que la guerre dure depuis plus d'1 an maintenant, il y a énormément d'éléments sur lesquels on manque de recul et d'informations, tout simplement, pour faire des analyses pérennes. Donc voilà, je ferai bien la part des choses entre les éléments d'analyse et les éléments qui sont plus des hypothèses, voire de la spéculation. Cette balade dans l'histoire militaire, qui commence, comme je disais, à l'Antiquité, elle s'ouvre en fait sur le constat d'un divorce, ou en tout cas le constat d'une articulation qui n'a rien d'évident, qui est celle entre la stratégie et le combat. Alors, l'art de la guerre, comme vous le savez depuis le XVIIIe siècle à peu près, et ça a vraiment été posé par Clausewitz, est séparé traditionnellement en 2 champs. Le champ de la tactique qui est l'art du combat, l'art de la conduite du combat. Donc c'est à la fois la lecture du terrain, se confronter au dispositif ennemi, poser son propre dispositif et articuler les hommes et les moyens, le choc et le feu, en vue de remporter le combat. Ça, c'est la tactique. Première composante de l'art militaire. La deuxième composante, c'est la stratégie. La stratégie que Clausewitz définit comme l'art d'employer les combats favorablement à la guerre, c'est-à-dire l'art d'utiliser le combat, non pas pour lui-même, mais pour aller chercher un but politique. Et c'est là que les ennuis commencent, c'est-à-dire que la stratégie, en réalité, au cours de l'histoire, a eu beaucoup de mal à utiliser le combat favorablement à la guerre, parce que, alors l'image que j'utilise dans le livre, c'est celle du cheval et de son cavalier. Il faut imaginer le stratège comme un cavalier qui essaye de dompter un cheval fougueux, pas très bien dressé, ça serait le combat.
Et il lui manque finalement eh bien, tout le harnachement et une partie de la science de l'éducation pour y arriver, ce qui fait que le cheval n'en fait qu'à sa tête, et c'est assez souvent ce qui se produit en termes de combat pendant la guerre. Le combat a sa logique propre, qui n'a pas grand-chose à voir avec, forcément avec la politique, ou en tout cas pas toujours, et il va dans des directions qui sont imprévues. Et donc finalement le travail du stratège, et c'est un petit peu c'est le point de départ de la longue réflexion qui va mener le problème du stratège, le problème éternel du stratège, c'est comment faire et avec quels outils pour que le combat puisse contribuer, puisse me permettre d'atteindre les objectifs politiques que je recherche, en tenant compte d'un paradoxe qui est souvent mésestimé par la théorie militaire, parce que c'est une théorie qui se veut positive, c'est-à-dire qu'elle vise à accomplir des buts par elle-même, mais en réalité, ça n'est jamais le vainqueur qui décide de sa victoire, c'est toujours le vaincu. C'est un paradoxe qui n'est pas rend, c'est-à-dire qu'en fait, pour qu'il y ait la paix, à un moment, il faut qu'il y ait un des camps qui accepte de cesser le combat. Alors, des fois, il est réduit tellement à néant qu'il n'a pas le choix, mais c'est plutôt un cas rare, ou alors qui suppose une énorme asymétrie de force. C'est par exemple le cas des guerres coloniales ou des conquêtes coloniales européennes, où on voit bien qu'en fait, il y a un choc qui anéantit des sociétés. Mais du coup, c'est une victoire, mais c'est une victoire sans paix, puisqu'on ne négocie plus avec personne, donc on sort du champ de la politique, finalement. Mais quand on est dans le cadre de la politique, de la guerre comme poursuite de la relation politique entre deux entités par d'autres moyens, le seul moyen, finalement, d'arriver à revenir à un accord politique qui met fin à la guerre et qui, on l'espère, peut amener à une paix qu'on veut toujours pérenne, c'est d'arriver à convaincre le vaincu qu'il a perdu. Et c'est ça le travail de la stratégie finalement. C'est pas de décider un peu comme George Bush Jr. en 2003, mission accomplie, j'ai gagné. Mais il n'avait pas demandé son avis à l'adversaire, qui lui n'avait pas considéré qu'il avait perdu. Autre exemple historique, le traité de Versailles. Le traité de Versailles est vicié d'emblée parce que l'Allemagne ne s'est jamais persuadée, en 1918, qu'elle avait perdu la guerre. Elle l'avait gagnée contre la Russie, et elle ne l'avait pas réellement perdue face à l'entente, c'est-à-dire que, comme c'est ce que Foch disait, il aurait fallu continuer la guerre en fait quelques mois de plus pour faire comprendre aux Allemands que si, ils avaient bien perdu, notamment en rentrant sur le territoire allemand, parce que l'Allemagne n'avait pas connu la guerre sur son sol, contrairement à la France en particulier. C'est donc bien le vaincu qui décide de la victoire de son vainqueur. Et pour ça, il faut le convaincre qu'il a perdu. Et le combat est destiné à ça. C'est la guerre, alors l'expression, il faut l'entendre au sens du XVIIIe siècle, mais la guerre est un commerce, c'est-à-dire un échange d'informations violentes, mais d'informations entre deux entités politiques. Et finalement, l'objectif n'est pas d'anéantir politiquement l'autre, ça peut le devenir, mais c'est un cas à part. Mais en règle générale, l'objectif est bien d'aboutir à une paix, c'est-à-dire à une négociation. Et pour qu'il y ait une négociation, il faut que l'un des deux camps, au moins, accepte d'ouvrir les négociations dans des conditions favorables. Tant que les deux pensent qu'ils peuvent l'emporter, la guerre continue, c'est ce qu'on voit en Ukraine actuellement. Tant que le vaincu n'est pas convaincu, ou n'est pas contraint d'ouvrir des négociations dans les conditions qui plaisent au vainqueur, de la même manière, la guerre continue. De là, on constate que l'outil manque, en fait. La naissance de l'art opératif, c'est ça, c'est constater qu'en fait la stratégie ne sait pas faire ça. Elle ne sait pas comment utiliser, manier l'instrument militaire pour que les combats amènent véritablement à ce résultat politique. L'exemple que j'ai cité à l'instant de la Première Guerre mondiale et de son règlement en fait la démonstration. On a un progrès qui est un progrès technique, un progrès tactique qui est énorme en réalité, qui est masqué par la postérité, par l'image de boucherie sanglante, mais il y a une innovation qui est constante en réalité de 14 à 18, que ce soit du côté des Allemands ou du côté des Franco-Britanniques ou des Russes. Les armées s'adaptent, elles essayent de trouver des solutions.
Mais elle ne les trouve pas parce qu'elle les cherche finalement dans la mauvaise direction. Elle les cherche dans la tactique, c'est-à-dire on ne gagne pas assez bien les combats, il faut qu'on les gagne mieux, c'est un petit peu la méthode allemande, qui produit des résultats ponctuels mais qui ne débouchent sur rien. C'est le cas des grandes offensives allemandes de 1917. Et la technique de l'entente des Franco-Britanniques rejoints par les Américains, qui est de dire nous allons l'emporter par la supériorité de la logistique, des moyens et de notre puissance économique. Alors oui, ça marche, mais ça ne résout pas le problème de faire véritablement contribuer les combats au résultat de la guerre, puisqu'on l'a dit, politiquement, les Allemands ne s'estiment pas vaincus. Donc il y a bien un problème à la fin et qui va peser ensuite sur le règlement du conflit. Tout ça va nous amener à la Russie et à l'URSS, où en réalité il y a des travaux théoriques qui ont commencé dès le 19e siècle, mais qui ne sont pas propres spécialement au monde russe, mais qui vont prendre une signification particulière dans l'espace russe, pour des raisons sur lesquelles on pourra revenir si vous le souhaitez, et qui vont véritablement se révéler en URSS, où va émerger la notion d'art opératif, essentiellement au travers des travaux d'un homme au départ, qui est Alexandre Zietchine, qui est un petit peu une passerelle entre ce que j'appellerais la culture stratégique européenne traditionnelle, classique, celle qui va mourir en fait en 1914-18 ailleurs, et une nouvelle culture militaire qui est aussi une nouvelle culture politique, qui est celle de l'URSS et de la révolution bolchevique. Zietchine, pour le dire rapidement et peut-être en caricaturant un petit peu, c'est le mariage de Clausewitz et du marxisme-léninisme. Pourquoi ? Parce que de formation, c'est un général du Tsar, c'est un artilleur, comme l'était Bonaparte en son temps. Donc c'est un militaire qui réfléchit, c'est un militaire qui a des compétences techniques, à une époque où c'est important, parce qu'il faut se rappeler qu'au XIXe siècle, vous avez encore une vieille tradition aristocratique qui dédaigne les études intellectuelles dans les armées et qui préfère s'adonner à l'équitation ou à l'escrime ou aux parades en belle tenue. Bon, Zietchine, ça n'est pas ça. Zietchine, c'est un technicien d'abord, c'est un officier d'état-major, ensuite, c'est important aussi. C'est quelqu'un qui est un vétéran, il va faire la guerre. De ce parcours, on peut faire évidemment des parallèles et on ne s'en prive pas dans le livre avec celui de Clausewitz, qui a un petit peu un parcours similaire. Il va participer à la guerre russo-japonaise, qui va être une expérience véritablement fondatrice pour lui et traumatisante pour l'armée russe, comme la défaite de Iéna dans la carrière de Clausewitz, ça joue le même rôle. Et il va faire partie, il est l'un des principaux auteurs du rapport de retour d'expérience que commande l'armée russe à la suite de la guerre russo-japonaise et qu'elle enterre immédiatement pour des raisons politiques, parce que le tsar ne souhaite pas ouvrir de chantier de modernisation parce qu'il y a eu la révolution de 1905 et qu'il craint pour son pouvoir. Donc Zietchine va passer finalement c'est un modernisateur frustré, on peut le présenter comme ça, qui va ensuite occuper malgré tout de hautes fonctions jusqu'à l'effondrement de l'armée tsariste en 1917. Il va finir à chef d'état-major d'un front, donc contrôle à peu près un tiers du front oriental. Et puis il va, comme un certain nombre de ses camarades finalement, qui sont ses officiers modernisateurs, il va d'abord par patriotisme russe, très vraisemblablement, passer à la révolution, dans laquelle il voit non pas l'hydre bolchevique qui sera caricaturé plus tard, mais simplement peut-être un régime qui a l'ouverture d'esprit nécessaire et puis la nécessité pratique, parce qu'il y a une guerre civile qui se déclenche tout de suite, de faire un travail intellectuel et un travail de modernisation militaire. Il va donc rejoindre l'armée rouge, où il va occuper brièvement des fonctions d'état-major, et puis ensuite surtout des fonctions d'enseignement, et c'est dans ce cadre-là qu'il va élaborer, en fait il va essayer de repenser ce qu'est la conduite de la stratégie, et c'est important, dans la guerre moderne. Son maître ouvrage, même s'il en a écrit beaucoup d'autres, s'appelle Stratégie, et c'est dans ce cadre-là, dans le cadre d'une réflexion sur la conduite politique et militaire de la guerre, qu'il va élaborer la notion d'art opératif, qu'il considère comme une discipline, au sens intellectuel du terme, qui vise
à donner à la stratégie le moyen, l'instrument intellectuel d'abord, de conduire les combats vers le but politique, d'employer les combats favorablement à la guerre. Pour cela, mais vous lirez le livre et vous aurez tous les détails, mais il va concevoir un instrument intellectuel qui vise à concevoir des opérations, dont le nom d'art opératif, qui sont des séquences d'actions militaires, mais qui ne sont pas que des combats. Il faut y inclure aussi les manœuvres, il faut y inclure aussi des déploiements, il faut y inclure aussi tout un effort logistique. Et donc il va finalement réconcilier toutes ces briques militaires pour les organiser en un tout cohérent, selon un but. Et donc finalement, sur la base de la définition d'un but stratégique, on va échelonner des forces et positionner des combats, de façon en fait à ce que jamais l'effort militaire ne se perde dans la conduite de la bataille. C'est-à-dire qu'il ne se passe pas ce qui s'est passé très fréquemment dans le contre-exemple qui est généralement utilisé, qui est l'armée allemande, mais on pourrait parler des armées occidentales de manière générale, qui est que le combat, comme je l'ai dit, a sa logique propre, et on va se laisser entraîner vers un but tactique, encercler une force, détruire un adversaire devant soi, au détriment parfois du but stratégique qui aurait nécessité, lui, des arbitrages et des priorisations. Alors pour ne pas tout le temps taper sur l'armée allemande, parce que c'est généralement le contre-exemple qui est choisi, je vais utiliser un exemple sur les alliés occidentaux en 1944. On voit bien qu'une fois la percée il y a le débarquement qui est un effort de planification énorme parce qu'il fait courir un risque maximal dans un temps et un espace très, très court. Il faut absolument réussir à prendre pied sur le continent européen. Il y a un effort de préparation qui est colossal et remarquablement conduit sur le plan logistique, qui inclut aussi tout un volet aérien sur lequel on revient également dans le livre, qui vise à étrier la Luftwaffe pour s'en débarrasser et éviter qu'elle puisse peser au moment, le jour J, quand les soldats sont démunis sur le trait de côte et piétinent devant les blocos du mur de l'Atlantique. Il y a la volonté de construire cette tête de pont, mais la planification alliée, finalement, ne va pas au-delà. Elle ne va pas vraiment au-delà. Une fois que les Alliés ont percé en Normandie, ensuite, on a l'impression, et c'est un peu plus qu'une impression, qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils poussent dans toutes les directions, jusqu'à ce qu'ils soient rattrapés par leurs contraintes logistiques, ce qui veut dire qu'ils ne les ont pas anticipées convenablement avant, parce que, d'abord, parce qu'ils ne pensaient pas progresser aussi vite, mais aussi parce qu'en fait, Eisenhower ne fait pas son travail, c'est-à-dire qu'il n'arbitre pas réellement dans les priorités. Et on aboutit à cet arrêt. Alors, il sous-estime aussi la capacité des Allemands à se ressaisir, et on aboutit à ce gel du front à l'automne 1944, parce que les pointes alliées tombent littéralement en panne d'essence, parce que la défense allemande se ressaisit, et parce que le seul qui a une idée de manœuvre, qui est Montgomery, la conçoit de telle manière que, donc c'est l'opération Market Garden aux Pays-Bas, il la conçoit de telle manière qu'en fait le risque est maximal sur un tout petit espace, et que on retombe un peu dans le tropisme de la bataille décisive. Donc on n'est pas du tout dans la logique de pousser une stratégie par les combats. C'est finalement l'opportunisme tactique qui dicte sa loi, et un peu le cours des choses qui finit par dicter sa loi au commandement allié. Tel n'est pas le cas dans l'art opératif, qui vise vraiment de manière à anticiper tout ça, pour être capable, lorsque la situation change. Donc dans l'exemple que je viens de dérouler, l'armée allemande s'effondre et recule beaucoup plus vite que prévu, donc le rythme de progression devient beaucoup plus important, être capable de se réajuster en conduite, voire d'accepter, les soviétiques le feront à la fin de la guerre, de marquer une pause quand la défense durcit pour replanifier l'opération d'après, et en fait avoir un rythme qui supporte les pauses, parce que comme le but est clairement défini, la planification est très clairement posée. Voilà en quelques bribes l'outil dont Zvietchine va doter la pensée militaire, soviétique d'abord, mais il y a une vertu universelle. Il y a un des malentendus qu'il y a souvent sur l'art opératif, ça serait l'art militaire soviétique. Non, c'est absolument faux. C'est comme de dire que le double enveloppement serait l'art militaire carthaginois ou allemand, parce qu'ils l'ont beaucoup pratiqué.
Non, c'est un art militaire qui a une vocation universelle. Oui, il est né en URSS. Oui, il est très historiquement lié à des débats qui ont lieu, qui naissent en Russie et qui se déroulent en Russie. Mais Zvietchine est clairement un disciple de Clausewitz. Son œuvre est pétrie de références à la culture européenne classique. Et si je dirais il y a une origine intellectuelle à donner à l'art opératif, c'est peut-être en opposant une culture militaire européenne continentale, qui irait de la France à la Russie finalement, en passant par le monde allemand, à une culture militaire qui serait davantage anglo-saxonne et qui aurait d'autres ressorts, d'abord par vocation maritime, et puis parce qu'elle ne s'inscrit pas du tout dans la même culture politique en réalité. En particulier, elle ne s'inscrit pas dans une culture politique de guerre limitée, dans un cadre westphalien en termes de relations internationales, etc. On pourrait y revenir. L'Armée rouge, d'ailleurs, ne va pas forcément être la championne du monde de l'art opératif, dans la mesure où il y a tout de suite des débats extrêmement virulents. Et on y consacre un chapitre sur la forme que doivent prendre les opérations et la forme que doit prendre la stratégie soviétique. Donc il y a un débat politique sur la stratégie soviétique qui se traduit dans un débat militaire sur le type d'armée et le type d'opération qu'on veut conduire, et qui oppose Zvietchine, qui, au vu de la faiblesse des capacités industrielles soviétiques dans les années 20-30, plaide pour une stratégie à but limité. L'adversaire de moment, c'est la Pologne et la Roumanie. Il faut se replacer dans ce contexte-là. Instrumentalisé, en tout cas c'est comme ça que le voient les soviétiques, par les Britanniques en premier lieu et un petit peu les Français en second lieu. Et donc le problème stratégique qui se pose, c'est comment éliminer la Pologne et la Roumanie, l'un puis l'autre, pour sécuriser les frontières occidentales de l'URSS. À l'époque, le Japon n'est pas encore en Mandchourie, donc ce problème-là, c'est un peu estompé. Vont s'opposer deux solutions. Donc on voit bien, là, on a une question qui est politique, qui est stratégique. C'est, voilà, j'ai deux membres dans ma coalition, en schématisant, les Polonais et les Roumains. Il faut les éliminer l'un après l'autre parce que nous n'y arriverons pas simultanément, les forces n'existent pas. Comment on s'y prend ? Et là, vous avez la méthode Tukhachevski qui dit qu'il faut qu'on construise une gigantesque force blindée, mécanisée, très mobile, très puissante, qui va être capable d'infliger une défaite spectaculaire dès le début de la guerre et d'éliminer en quelques semaines l'un des membres de la guerre. Et lui dit, en plus, il faut commencer par le plus puissant, qui est la Pologne, parce que comme ça, si on fait tomber la Pologne, en fait, on résout les Roumains, ça sera une affaire secondaire, et on résout tout le problème. Zvietchine propose d'adopter la posture exactement contraire. Il pense qu'il faut plutôt essayer de d'abord se débarrasser des Roumains parce qu'ils sont plus faibles et donc plus accessibles, et que pour ça, il faut d'abord adopter plutôt une stratégie défensive, c'est-à-dire absorber le choc, et être capable ensuite de se donner le temps de mobiliser et de contre-attaquer. Ce qui est beaucoup plus proche de ce qui va se passer en réalité quand l'Allemagne va attaquer l'URSS en 1941. Ces débats vont en fait façonner ce que va devenir la doctrine soviétique de l'opération dans la profondeur. C'est-à-dire qu'en fait, c'est Tukhachevski qui va l'emporter. Tukhachevski, qui à l'époque est le grand lieutenant de Staline dans le domaine militaire. C'est lui le grand organisateur de l'effort industriel, de l'effort doctrinal. C'est le grand modernisateur de l'armée rouge avec des ambitions militaires en tout cas qui sont considérables et une appétence pour la technologie qui est tout à fait dans la veine futuriste de ce qui se passe à l'époque. Tukhachevski va l'emporter, va concevoir une force qui en fait ne sait qu'attaquer et pas se défendre, ce qui explique en large part la défaite initiale de l'armée rouge face à la Wehrmacht en 1941, et qui va ensuite peser sur tout le caractère de la doctrine soviétique, et on pourrait même penser la doctrine russe aujourd'hui, même si Zvietchine sera réhabilité et la défensive sera réhabilitée, alors d'abord par la force des choses pendant la guerre, le tournant étant la bataille de Koursk à l'été 1943, et qui est la première à être vraiment conçue d'emblée comme, ce qu'on dit bataille, mais en fait c'est une série d'opérations, et c'est les premières à être conçues d'emblée avec un lourd volet défensif de la part des soviétiques.
Et puis ça sera réhabilité dans un second temps, beaucoup plus tard, dans les années 80, au moment où, à l'époque Gorbatchev, au moment où l'URSS abandonne cette idée de guerre préemptive et de se lancer comme ça vers l'Europe de l'Ouest en cas de conflit avec l'OTAN pour préempter une éventuelle attaque, et adopte dans un esprit politique de détente, mais on voit bien comment le politique a une réponse dans le militaire, adopte une doctrine davantage défensive qui vise du coup à absorber le premier choc avant de contre-attaquer, donc beaucoup plus proche des préconisations de Yeltsin. Et c'est cette doctrine-là dont va hériter l'armée russe contemporaine, qui n'est pas du tout faite en réalité pour mener des grandes opérations dans la profondeur. C'est plus son logiciel et puis c'est plus du tout dans ses capacités. Alors, voilà, ça c'est le cœur, je dirais, c'est l'articulation du livre entre ce constat initial, toute l'exploration de comment se développe l'art opératif, comment évolue aussi, parce que derrière l'art opératif, c'est comment se pense la guerre, comment se pense la conduite de la guerre, d'où le titre de l'ouvrage. Et puis après, on se pose la question, sur toute la fin du livre, sur 3 chapitres, de comment tout ça va se décliner. Alors d'abord dans le domaine aérien et naval, qui ne sont pas forcément les domaines évidents pour les soviétiques, qui sont une puissance continentale. Donc là, on va voir chez les Allemands, on va voir chez les Américains et les Britanniques. On en tire un certain nombre de conclusions théoriques. Et puis, après 1945, face à 2 phénomènes, le premier qui est celui de l'arme nucléaire, qu'est-ce que ça change en termes de stratégie et comment ça rebat les cartes ? Et on voit qu'en fait ça atrophie complètement la pensée sur l'opération, parce qu'on part du principe qu'on ne va plus jamais mener d'opération de ce type-là, en tout cas pendant une période de temps assez courte, mais qui dure une quinzaine d'années quand même. On part du principe que l'arme nucléaire abolit l'opération militaire, et on revient à une espèce de bataille d'anéantissement qui donnerait tout de suite un résultat politique. En tout cas, c'est vu comme ça chez les militaires, alors que les politiques, eux, considèrent que ça rend impossible l'usage de la force. Et donc on est aussi sur un immense malentendu qui aboutira en Occident, et on y revient dans le livre, à ce que finalement, on a tout un tas de théories pendant la guerre froide qui vont partir du principe que la formule de Clausewitz est inversée, c'est un peu ce qu'explique en le dénonçant Raymond Aron dans l'ouvrage qu'il consacre à Clausewitz, il dit voilà, on a inversé la formule, finalement c'est plus la guerre qui est la poursuite de la politique par d'autres moyens, mais on en arrive à ce que ce soit la politique qui est la poursuite de la guerre par d'autres moyens, parce qu'à force de n'être nulle part, la guerre est partout, et ça pose un vrai problème, et ça pose aussi un vrai problème en termes de conception de la guerre, avec un constat que vous ferez tous, je pense, qui est que le mot de stratégie a subi une inflation telle que tout est stratégique, ce qui fait que plus rien ne l'est et qu'il y a de la stratégie partout, sauf qu'en fait on ne sait absolument plus ce que recouvre ce mot. D'où aussi le fait que très volontairement dans le livre, quand s'est posé au début la question des définitions qui sont fondamentales, j'ai souhaité, et on y est revenu à de multiples reprises avec Jean Lopez, qu'on adopte une définition un peu restrictive de la stratégie. On s'en explique dans le livre, pour que les mots n'aient pas un sens complètement nébuleux. Et puis, dernier phénomène, qui est en fait les guerres du XXe siècle ont eu une conséquence un petit peu, assez importante et souvent mal comprise sur la pensée militaire, c'est-à-dire qu'en fait, elles ont interrompu cette gigantesque circulation d'idées qui avait lieu au XVIIIe et au XIXe siècle. Au XVIIIe et au XIXe siècle, tout le monde se lit, d'abord parce que très souvent les gens écrivent dans la même langue ou alors parlent la langue de l'autre. Il y a 2 grandes langues militaires, il y a le français au départ et puis après il va y avoir l'allemand. Yeltsin est quelqu'un qui par exemple lit parfaitement l'allemand, donc il a lu Clausewitz dans le texte, il a lu Moll dans le texte, il a lu tous les penseurs allemands dans le texte. Il fait vraiment partie de cette république des idées militaires, république des lettres militaires finalement, qui va mourir avec la Première Guerre mondiale. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que le nationalisme du 19e siècle conduit tout le monde à se mettre à écrire dans sa propre langue, et les généraux ne sont pas tous polyglottes. Ensuite parce que les questions techniques vont prendre le pas sur la conception intellectuelle de la guerre, pour des raisons on s'explique très bien, c'est que c'est la révolution industrielle et il y a tellement à absorber. Je donne 2 exemples de personnification dans le livre, c'est Joffre et Fischer. Donc Fischer, qui est le patron de la Royal Navy en 1914, il a commencé sur des bateaux que Nelson aurait pu commander à Trafalgar.
Il a terminé avec des porte-avions et des sous-marins. Le champ d'absorption de technique est immense. De la même manière, Joffre, qui est artilleur aussi, commence sa carrière militaire sur des canons qui sont les mêmes quasiment que ceux de l'armée napoléonienne à Austerlitz, et il termine à la tête d'une armée française qui a la première aviation du monde, une artillerie extrêmement moderne et qui en fait ne ressemble absolument plus à ce qu'elle était, ne serait-ce que 4 ans plus tôt, mais encore moins 30 ou 40 ans plus tôt quand il commence. Donc ces gens-là ont moins de temps aussi à consacrer aux questions intellectuelles. Et puis troisième élément qui est assez important, c'est qu'en fait le caractère la radicalisation des oppositions politiques qui va se produire au XXe siècle, avec l'apparition de logiques de blocs idéologiques, avec l'apparition de ruptures nettes, eh bien, va conduire à ce qu'il y ait une circulation des idées qui va se ralentir et qui, s'agissant de l'Union soviétique, va quasiment s'interrompre. Jusque dans les années 70-80, quand il y a une redécouverte, alors qui vient d'outre-Atlantique et un petit peu du Royaume-Uni, mais surtout d'outre-Atlantique, il va y avoir une volonté américaine d'aller lire la pensée de l'adversaire et de traduire les textes soviétiques. Et l'art opératif, qui était resté coincé entre guillemets en URSS, va arriver à l'ouest. Et donc on en retrace la généalogie, et puis on retrace la confrontation de cette pensée, dont je l'ai dit, les racines sont européennes et continentales, à une culture politique qui est très particulière, qui est fondée alors d'abord une négation de l'idée de conflit. Les Américains aiment à dire qu'il n'y a pas de classe sociale aux États-Unis, qu'il n'y a pas de conflits sociaux, que tout ça c'est un truc d'Européens, et que eux, bien sûr, seule la trajectoire individuelle finalement compte. Et à l'international, de la même manière, il y a il y a les justes et puis il y a les autres. Donc il y a une vision assez téléologique, extrêmement pétrie de culture religieuse, mais qui donne à quelques exceptions près, qui sont assez rares finalement, qui sont l'exception qui confirme la règle finalement, qui donne à la politique étrangère américaine et à la conception de la guerre des Américains une teinte particulière qui va colorer du coup leur capacité à absorber un héritage qui est d'abord éclositien et qui ancre complètement la guerre dans un continuum politique. Ce qui fait qu'ils ne vont pas réellement adopter l'art opératif, mais ils vont développer autre chose qu'ils appelleront le niveau opérationnel, et qui, par l'OTAN, va se retrouver être ce que nous, en France et en Europe occidentale aujourd'hui, on comprend comme étant l'opératif, qui, à mon avis, est un énorme contresens, parce qu'en fait, c'est pas du tout... On a complètement abandonné cette logique originale de comment faire en sorte d'employer les combats favorablement à la guerre. J'ajoute à ça, c'est l'hypothèse sur laquelle on conclut le livre, que se pose aussi la question de, je l'ai dit, dans l'art opératif, il y a la notion de la centralité des buts. Encore faut-il être capable de les définir, et donc pour ça il faut avoir une stratégie, et c'est l'hypothèse que je formule, mais c'est un débat. Me semble-t-il, il est important d'avoir des buts positifs, c'est-à-dire de ne pas se définir qu'en contre d'un adversaire, ne pas se définir que par défaut, mais d'aller vers quelque chose. La dernière fois que la France a eu une politique de cet ordre, c'était la politique de grandeur du général de Gaulle, qui n'a jamais eu le temps d'être pleinement mise en œuvre, et qui a, pour le coup, été même mise en échec volontairement, notamment par les États-Unis, qui ont tout fait pour qu'elle puisse pas se déployer. Il y a eu un livre il y a quelques années d'un universitaire américain qui retrace assez finement les efforts du département d'État américain pour contrer la tentative française d'exister en dehors des blocs. Mais depuis, il n'y a plus rien. Et donc, en fait, dépourvu de but politique, on a du mal à définir une stratégie, et donc on a du mal aussi forcément à pratiquer l'art opératif. Et je laisse le lecteur un petit peu sur cette hypothèse qui est de dire il faut reprendre l'ouvrage là où il doit se trouver, c'est-à-dire finalement la pierre aujourd'hui est dans le camp politique, de savoir quelle puissance nous voulons être, quel but nous voulons nous fixer,
Et l'outil intellectuel et comme capacitaire militaire n'est que la suite de ça. C'est pas une question de point de PIB, c'est pas une question de faut-il des chars, pas de chars, plus d'avions, moins d'avions. Non, c'est d'abord une question de qui sommes-nous et que voulons-nous. Et ça, finalement, ça nous renvoie à une conception de la guerre qui est beaucoup plus proche de celle qu'avait un Clausewitz, de celle que porte encore un Zietchin, mais qui s'est perdue, me semble-t-il, au XXe siècle, dans des considérations à la fois idéologiques, mais aussi extrêmement techniciennes. L'actualité, me semble-t-il, récente, et puis les conditions dans lesquelles pour parler comme un marxiste, les conditions objectives dans lesquelles on se trouve, me semble-t-il, nous impose de nous reposer ces questions-là. Et donc le livre, au-delà de l'aspect théorie militaire un petit peu brut qui en constitue le cœur, il y a aussi une invitation à ouvrir un débat sur le plan stratégique et donc sur le plan des ambitions politiques qu'on peut avoir. Voilà un petit peu le parcours qu'on vous propose dans ce livre, qui, comme vous l'avez compris, est à la fois un livre d'histoire et un essai de stratégie, et puis sur lequel, avec Jean Lopez, qui m'a apporté je dirais la science et le talent de l'intervieweur, c'est-à-dire qui m'a permis de faire sortir les idées et de les rendre intelligibles, les expliciter sur des concepts qui ne sont pas forcément simples, et puis d'apporter tout aussi son immense culture historique, alors notamment sur évidemment le conflit germano-soviétique et le monde militaire soviétique, mais pas que, qui a, je l'espère, permis de faire de tout ça un ouvrage qui est accessible. Il y a eu une volonté de notre part à tous les deux d'essayer de faire quelque chose qui soit accessible au plus grand public, parce que c'est des questions qui, me semble-t-il, surtout dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, ne peuvent pas être qu'un débat d'experts. Voilà, donc après au lecteur de nous dire si nous y sommes parvenus, mais en tout cas c'était notre ambition, et je dois dire que la façon dont le livre s'est construit aussi par questions-réponses successives amène très certainement, je pense qu'il y a plusieurs livres qui peuvent émerger de ce premier livre, parce que ça m'a permis à moi, et ça a permis à Jean de même, d'ouvrir un certain nombre de pistes. On n'avait pas prétention d'y répondre forcément, mais voilà, de rouvrir un petit peu cet immense champ du questionnement sur l'histoire militaire et sur l'art de la guerre de manière large. Voilà. Merci beaucoup, Benoît. Merci. Donc le débat est ouvert, je vous en prie, vous avez la parole. Qui est là devant? Alors, Guillaume, ensuite. Zietchin défend l'attrition, enfin au moins pour la vision soviétique. C'est ce que vous semblez dire dans le livre. Est-ce qu'on peut penser que la Russie actuelle, c'est ce que vous expliquez dans la conférence et dans le livre, est l'héritière, ou est-ce que c'est aussi dû, particulièrement pour la guerre en Ukraine, au fait qu'en face elle a justement les États-Unis comme ennemi indirect, au moins sur la partie alimentation en armes? Il y a un vrai parallèle à faire, je pense, entre les deux situations à un siècle à peu ou prou d'écart. L'URSS du tournant des années 30 est un État qui a subi un effondrement interne suite à la Première Guerre mondiale et puis à la guerre civile, enfin la Révolution et la guerre civile, qui est dans un état de faiblesse militaire assez considérable, par affaiblissement de l'État tout simplement, et par déshérence d'un certain nombre de capacités industrielles. Donc c'est une armée de pauvres, c'est l'armée d'une puissance pauvre, qui se retrouve confrontée, en tout cas dans l'esprit des stratèges soviétiques de l'époque, à une coalition dont la Pologne et la Roumanie sont l'instrument, mais qui est financée et équipée, selon eux, par les puissances impérialistes que sont la France et surtout la Grande-Bretagne.
la Grande-Bretagne ayant dans ce scénario historique un peu le rôle que les Russes donnent aux États-Unis aujourd'hui, c'est-à-dire à la fois le grand financier et le principal pourvoyeur d'équipements et je dirais même d'intentions stratégiques. Alors, tout ça n'est pas juste un fantasme, hein. Il y a réellement des plans, enfin on sait que les Polonais vont même approcher l'Allemagne d'Hitler dans les années 30 pour envisager une alliance contre les Soviétiques. On sait que la diplomatie britannique va chercher à affaiblir l'URSS à la fois par continuation de la politique victorienne de limitation de l'expansion de l'Empire russe et puis par conflit idéologique aussi avec cette crainte de la révolution bolchevique qui est permanente jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale dans les puissances occidentales, au sein des puissances occidentales. Et donc Zietchin, et c'est tout le débat qui va avoir lieu à l'époque, Zietchin en fait fait le constat de tout ça, faiblesse matérielle côté soviétique, avec des capacités de mobilisation mais qui sont latentes, c'est-à-dire qu'ils vont mettre beaucoup de temps à se mettre en place, parce qu'il y a les plans quinquennaux qui vont arriver, il y a cet effort industriel qui est en train de s'initier mais qui va mettre des années à la fenêtre de temps, c'est de dire que ils estiment qu'il va falloir 15 ans pour que ça porte ses fruits. Donc en fait, 15 ans, ça nous amène en 1944-45. La guerre arrivera en réalité plus tôt que ça, mais c'est cette échelle de temps qu'ils ont là. Et donc en fait, Zietchin n'est pas du tout en train de dire qu'il faut défendre que l'attrition. Par ailleurs, il n'évacue pas la possibilité de l'anéantissement, il dit simplement qu'il faut des circonstances bien particulières, en particulier il faut un déséquilibre de force qui font que matériellement, là, dans les circonstances actuelles, ça n'est pas possible. Le débat va porter sur Zietchin qui dit aujourd'hui ça n'est pas possible. Moi je vous dis les conditions, la réalité des prix, pour le dire comme ça. Et Tukhachevsky qui lui va dire mais si vous allez voir, grâce aux avions, grâce aux parachutistes, grâce aux chars qu'on aura dans tant d'années, ça va être possible, donc il faut tout de suite se doter de cette doctrine-là. Donc en fait c'est un débat sur à quel moment on veut être prêt. Si on prend maintenant la Russie d'aujourd'hui, d'abord, je l'ai évoqué tout à l'heure, l'armée russe contemporaine n'est pas l'héritière de l'armée rouge de 1945 avec des opérations dans la profondeur sur 500 km. Elle n'est pas non plus l'héritière de l'armée soviétique des années 70 qui envisageait de passer du centre de l'Allemagne au Rhin en 10 jours et d'être sur les côtes de la Manche en 3 semaines, un mois. C'est pas du tout ça. C'est une armée qui est tributaire d'abord de l'armée soviétique des années 80 qui s'est reconfigurée pour faire de la défense offensive, contre-offensive, c'est-à-dire on absorberait le choc initial de l'OTAN et on contre-attaquerait. Donc ça n'est pas du tout la même structure de force. Vous n'organisez pas vos forces et vous ne pensez pas vos opérations de la même manière. Et en particulier, vous ne pensez pas votre logistique de la même manière. Donc il n'y a pas de capacité à aller faire de l'anéantissement dans l'armée soviétique, de la fin des années 80. L'armée russe, qui est une version appauvrie, amoindrie et diminuée de l'armée soviétique de cette époque-là, on a encore moins les capacités. Elle en a encore moins les capacités, et finalement quand on regarde les réformes qui sont entreprises depuis les années 2000, donc de toutes les réformes de l'ère Poutine, elles visent à donner à l'armée russe quel type de capacité? Une capacité de dissuasion conventionnelle et de défense territoriale face à l'OTAN. Le scénario, c'est grosso modo, on veut empêcher les Polonais d'envahir la Biélorussie, je caricature, mais c'est un petit peu ça l'idée. La deuxième logique, c'est une logique d'intervention limitée dans l'étranger proche de la Russie. Typiquement, c'est la guerre en Géorgie en 2008, alors, qui expose énormément de faiblesses matérielles et tactiques, mais qui est bien le cas d'emploi, finalement, le cas d'usage de l'armée russe de l'ère Poutine, avec une exception un petit peu extra-territoriale par rapport à cet étranger proche, qui est la projection en Syrie, où là on est plus dans une opération extérieure un peu à la... Bon, alors, pas sur le plan des méthodes, mais en tout cas sur le plan de la logique de projection un peu à la française. On va se projeter pour soutenir un allié,
sur une intervention limitée, mais assez loin, relativement loin de nos frontières. Même si c'est pas non plus à l'autre bout du monde, mais avec quand même un vrai effort logistique qui avait rien d'évident, mais très limité en termes de volume. En Ukraine, ce qu'ils ont essayé de faire, me semble-t-il, c'est plus proche de ce que les Américains ont fait en Irak en 2003, c'est-à-dire faire s'effondrer très rapidement, avec des forces limitées, et en combattant le moins possible, tout un État et un pouvoir, pour en obtenir des conditions politiques. Ce qui, sur le plan militaire, quand on voit la façon dont l'invasion russe de février 2022 est pensée, on voit bien qu'en fait, c'est pas du tout pensé dans une logique de on va avoir à combattre pas à pas. C'est au contraire pensé comme on va prendre l'adversaire de vitesse, on va rentrer dans Kiev sans avoir à y combattre, on va s'emparer des leviers du pouvoir. C'est beaucoup plus proche de ce qui a été fait à Prague en 1968 ou en Afghanistan en 1979. Donc on est dans une opération où finalement ce que les Allemands avaient prévu de faire en Autriche en 1938 au moment de l'Anschluss, leur char tombait en panne à ce moment-là, donc ils ont eu un peu heureusement pour eux là aussi qu'il n'y a pas eu de combat parce que ça serait mal terminé, ou ce qu'ils ont fait ensuite en Tchéquie en 1939. L'idée, c'est de dire on va déployer des forces et en fait le déploiement va produire lui-même le résultat stratégique sans que nous ayons besoin de combattre. C'est ça la logique qu'il y a derrière. Bon, le problème, c'est qu'ils sont évidemment, il y a une appréciation politique qui n'était pas la bonne. Les Ukrainiens se sont pas laissés faire. Et en fait, l'enlisement initial de l'opération russe a abouti à la situation actuelle où du coup ils n'ont plus d'autre choix que l'attrition parce que la tentative de contournement de cette logique-là qu'ils ont essayé de mettre en place n'a pas fonctionné. Et donc maintenant, oui, ils se retrouvent confrontés aux limites de leurs moyens finalement et au fait que en face, si on prend la situation de l'Ukraine aujourd'hui, elle n'a pas tellement non plus d'autre choix que celui de l'attrition. Il n'y a pas aujourd'hui, me semble-t-il, de capacité de mener des opérations d'anéantissement du côté ukrainien. Ils ont la capacité de mener des offensives limitées, mais donc on revient sur Oziechin finalement, c'est vraiment l'opération à but limité et pas du tout l'opération d'anéantissement. Donc on est face à cette situation où l'attrition s'est imposée aux deux camps, alors que finalement aucun des deux n'en avait réellement envie. Et c'est souvent comme ça, c'est-à-dire qu'en fait, là aussi, se confronter à la pensée d'un Zietchin, c'est aussi se confronter à une pensée réaliste en termes stratégiques, c'est-à-dire pas une pensée qui prédit la victoire en chantant. C'est une pensée qui est sur des questions matérielles, sur des questions de dimension des théâtres d'opération, de capacité logistique, et qui vous dit, en fait, voilà, la réalité des prix, c'est non, ça n'est pas vrai, on n'abat pas un État prêt à se défendre, comme ça, en claquant des doigts. Sauf dans un contexte que je qualifierais, en termes de différentiel de force, de quasiment colonial, c'est-à-dire dans un cas où il y a une disproportion de force et de capacité qui permet de créer ce rapport de force. L'exemple, c'est l'Irak de 2003, c'est-à-dire la phase initiale de l'opération américaine. L'État irakien est tellement affaibli et les capacités militaires irakiennes sont tellement en décomposition, parce qu'il y a quand même eu la guerre du Golfe avant, et puis l'embargo, et puis qu'il est possible de mener cette opération. Mais ça a nécessité un travail préparatoire considérable. Or, en Ukraine, il s'est passé l'inverse. Après 2014, ils se sont mobilisés, ils se sont entraînés, ils se sont armés. Donc on est dans une situation qui n'a rien à voir et qui explique des résultats aussi très différents. Voilà. Alors, oui, je vous en prie. Je n'ai pas lu Clausewitz, mais j'ai lu achever Clausewitz de Gérard. L'un des points qu'on a retenu, c'est que la guerre, je ne sais pas exactement à quelle période, mais au XXe siècle, au mi-XXe siècle, a changé de caractère. Elle avait un caractère rituel, avec des formes rituelles, la déclaration de guerre, des lois de la guerre et un traité de paix. Bon, aujourd'hui, c'est plus ça. Aujourd'hui, en fait, nous sommes dans une guerre hybride, une guerre qui n'est pas toujours militaire, mais une guerre hybride permanente, et elle a perdu ce côté rituel. Donc bien sûr,
dès qu'on parle de militaire, il est intéressant de se référer à toutes les réflexions intellectuelles qu'il y a pu y avoir. Mais en fait, on est dans une guerre qui est militaire, économique, culturelle, permanente. Non, c'est une perception à laquelle je ne souscris pas à titre personnel. J'ai eu l'occasion d'écrire et pour critiquer Achever Clausewitz de René Girard et pour critiquer le concept de guerre hybride. Donc, donc voilà. Pour le dire très clairement, là on est aussi... alors d'abord, la guerre n'a pas toujours été rituelle avant le XXe siècle. Les guerres romaines pouvaient se terminer d'une manière extrêmement sanglante et pas tellement rituelle. Et malgré tout, plus on progresse sur la connaissance de ces périodes-là, plus on constate qu'en fait la logique clausewitzienne fonctionne à peu près à toutes les époques. La guerre du Péloponnèse, qui est l'exemple type d'une guerre qui échappe à son cadre rituel, pour rentrer, en fait, elle rentre dans un cadre qui devient réellement politique, et c'est ce qui limite la guerre, et c'est ce que René Girard, à mon sens, ne veut pas voir, ne veut pas comprendre, parce qu'il est dans une vision apocalyptique des choses. Et c'est au contraire ce qu'explique Clausewitz. Clausewitz ne prône pas la guerre absolue, il ne dit pas qu'on va vers ça, il dit qu'au contraire, il va toujours y avoir à un moment l'intelligence politique qui va contraindre les acteurs, même des fois malgré eux, à s'auto-limiter et à s'auto-contraindre sur les méthodes qu'ils utilisent. On le voit un petit peu en Ukraine aujourd'hui finalement. Après, la deuxième chose, c'est cette idée de guerre permanente, totale et universelle. Elle me semble, dans le contexte contemporain, beaucoup plus liée à une culture stratégique, qui est la culture stratégique américaine, et elle ne reflète pas forcément la culture des autres. C'est-à-dire qu'on s'est beaucoup servi d'un ouvrage écrit par des officiers chinois qui s'appelle La guerre hors limite, pour dire, regardez, la Chine veut pratiquer la guerre tous azimuts et la déplacer sur le cadre économique, etc. Tout le monde oublie que le point de départ de ce livre, c'est de décrire ce que les Chinois perçoivent des méthodes américaines mises en œuvre, notamment contre l'Irak et contre l'ex-Yougoslavie, enfin la Serbie en l'occurrence. Idem pour la soi-disant doctrine Gerasimov, donc Gerasimov qui est le chef d'état-major de l'armée russe actuelle, qui aurait prôné la guerre hybride, etc. Là encore, ce qu'il décrit, c'est ce qu'il perçoit de ce qu'ils pensent que font les Américains, mais qui eux-mêmes ne sont en réalité... sont dans cette logique-là parce qu'ils se sentent aujourd'hui un empire menacé et donc ils font feu de tout bois finalement pour essayer de maintenir leur supériorité. Mais ça ne veut pas dire qu'à un moment le système international les obligera pas entre guillemets à rentrer dans leur rang, c'est-à-dire à se normaliser en tant que puissance. Mais c'est tout le débat en fait. Le débat politique américain aujourd'hui c'est celui-là. C'est est-ce que les États-Unis sont capables sans politiquement s'effondrer, parce que ça remettrait en cause quelque chose de trop central dans leur identité politique. Est-ce qu'ils sont capables de se normaliser en tant que puissance dans le concert des nations ? Et c'est là que l'hypothèse de Girard peut reprendre un intérêt, et l'hypothèse de la guerre hybride, qui est aussi une hypothèse américaine au demeurant, et Girard a travaillé aux États-Unis. On voit bien qu'il y a un lien dans tout ça qui me semble être lié vraiment à la culture politique américaine, et à une certaine forme de lecture chrétienne, pour le coup, mais extrêmement téléologique de l'histoire, qui irait forcément vers une fin des temps apocalyptique, ou ensuite... voilà, je rentre pas dans là, on s'éloigne beaucoup de l'art de la guerre, mais c'est pas sans lien non plus, parce que il me semble que c'est une lecture qui s'est imposée à nous un peu pendant la guerre froide, et puis surtout depuis la fin de la guerre froide, parce qu'on est complètement colonisé par la pensée stratégique américaine en fait, comme on l'est par tout un tas d'aspects de la culture américaine, parce que c'est un modèle, et qui du coup aboutit à ce que on pense que c'est l'ordre des choses. Or en fait non, c'est une certaine politique, mais qui elle aussi, à la fin, par la force des choses, parce que leur puissance n'est pas infinie, et parce qu'on voit bien que le phénomène de normalisation est déjà en train de se mettre en place, sera obligé de rentrer dans le rang clausewitzien, si je puis dire, c'est-à-dire de se normaliser sur le plan politique. Encore une fois, la vraie question qui se pose, mais qui est une question de politique fiction pour l'instant, mais c'est est-ce que les contraintes que ça va faire peser sur l'identité politique américaine telle qu'elle se déploie depuis à peu de choses près la guerre de sécession,
est-ce qu'elle va y résister et quelles conséquences ça va avoir sur la nature de l'État et de la puissance américaine. Ça, parce que voilà, il y a toujours ce dialogue. Alors j'ai oublié d'en parler, mais Sitchin passe pas mal de temps, et là c'est un des apports qu'il a du marxisme, à expliquer les interactions qu'il y a entre le rôle, la politique intérieure et les jeux de classe et de factions au sein des classes et la conduite de la guerre. Et là, on est à mon sens tout à fait dans ce cas de figure. Oui. Nicolas. Alors j'ai deux questions, d'abord merci. Vous venez de lancer comme rédacteur en chef un magazine sur les questions spatiales. Oui. Je voulais savoir, selon vous, quelle était la place de l'espace, et s'il y avait une place particulière pour la question spatiale dans l'action opérative. Et une deuxième question, cette fois-ci plus centrée sur la Chine. Est-ce qu'on sait si les Chinois ont une vision opérative et ont été partiellement inspirés par cette Chine? Merci. Alors, sur le premier volume, effectivement, donc, si vous m'en donnez l'occasion, je viens de lancer un nouveau magazine qui s'appelle Space International et qui traite de la géopolitique du spatial, donc pas que du domaine militaire, mais évidemment le domaine militaire y a sa place. Oui, l'espace. Alors l'espace, c'est à la fin, il y a des développements qui sont intéressants. Je prétends pas du tout être expert de ces questions-là parce que c'est assez pointu et assez neuf aussi. Mais il me semble qu'il en va un peu de l'espace comme de l'aérien et du maritime, c'est-à-dire que il peut y avoir des opérations spatiales pour obtenir la maîtrise ou entraver un adversaire dans sa possession de l'accès à l'espace et des capacités spatiales. Une fois qu'on a fait ça, ensuite tout est lié à ce qui va se passer à Terre, parce que les enjeux politiques, c'est quand même sur Terre jusqu'à ce qu'on colonise une autre planète. Et là, voilà, vous reverrez la série, je sais plus laquelle c'est, mais voilà, puis c'est The Expanse ou une autre, mais vous avez cette colonisation et puis ensuite il y a un jeu de politique qui se met en place entre planètes. Bon, là c'est de la science-fiction, mais enfin pour l'instant en tout cas, tout ce qu'on fait dans l'espace, ça n'est que par rapport à des activités qu'on mène ensuite sur Terre. Donc l'opératif dans le spatial ne peut viser que à préserver sa liberté d'action et d'accès à l'espace ou en priver un adversaire. De la même manière que dans l'aérien, ça va être la question de la supériorité aérienne et dans le maritime, la question du contrôle des eaux. Ça, c'est pour le premier volet. Le deuxième volet sur la Chine, alors je ne lis pas le chinois et j'ai pas accès au sein des seins de la doctrine chinoise. Il me semble que la Chine a pour elle de se fixer des buts positifs. Elle a également une proximité malgré tout au XXe siècle avec la pensée militaire soviétique, même si on aurait tort d'y voir la principale inspiration des Chinois, me semble-t-il. Elle a une pensée propre qui me semble témoigner d'une certaine lucidité stratégique, c'est-à-dire je pense qu'ils ont des objectifs et qui sont capables de se fixer des buts, et donc à partir de là, il n'y a pas de raison qu'ils ne sachent pas concevoir des opérations pour aller atteindre ces buts. Est-ce qu'ils lisent Sitchin? Je n'en sais rien, pour être très franc. Mais c'est possible. Enfin, ça fait partie du champ du possible. Je vous en prie. Alors j'ai deux questions. Vous avez évoqué dans votre propos Sitchin et Tukhachevsky. On sait ce qui est arrivé à Tukhachevsky et sa liquidation par Staline, alors suite au dossier Heydrich ou suite peut-être à la volonté de Staline seul. Est-ce que cette élimination est un rapport éventuel avec un choix entre justement ces deux conceptions de la guerre qui étaient celle de Sitchin et de Tukhachevsky, puisqu'elles étaient différentes, comme vous l'avez expliqué. Et puis deuxième question en rapport avec l'actualité. Vous avez là aussi évoqué dans votre propos le fait que les deux belligérants actuels en Ukraine sont pratiquement contraints maintenant à une guerre d'attrition, puisqu'il n'y a pas visiblement d'autres options. Et sachant qu'une guerre d'attrition nécessite, comme dans toute guerre, des hommes, du matériel et des capacités de production militaire et industrielle, avez-vous d'éventuels pronostics quant à l'avenir de ce conflit? Alors, je vais d'abord répondre à la première question qui est plus facile. Staline, dans son désir égalitaire, fait aussi exécuter Sitchin en même temps que Tukhachevsky.
Ils sont tous les deux, les deux sont victimes des purges. En fait, il y a une élimination, de quasiment la totalité des anciens cadres issus de l'armée tsariste. Finalement, l'un des rares qui va y échapper, c'est Shapochnikov, qui va être le chef d'état-major au tout début de la guerre, et le mentor de Vassilievski, qui va être ensuite le stratège de Staline avec Zhukov. Shapochnikov, qui connaît bien Zietchine, ils ont un peu le même parcours, et qui est aussi un intellectuel militaire, puisqu'il a aussi des écrits théoriques à son actif. Donc il y a une filiation qui va passer par ce biais-là, me semble-t-il, avec la pensée zietchinienne. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de malentendus sur ce qui va se passer avec les purges. D'abord, Staline trouve clairement que Tukhachevski va trop loin dans ses délires futuristes et son gigantisme, alors qu'il est en fait très stalinien. Tukhachevski est très stalinien finalement, mais Staline, quand il se débarrasse aussi de la doctrine Tukhachevski, c'est-à-dire l'opération dans la profondeur. En revanche, la notion d'art opératif, que partagent finalement Tukhachevski et Zietchine, puisque les deux se retrouvent sur la nécessité de cette discipline, elle ne va pas disparaître. Et donc en fait l'outil intellectuel va rester même après les purges. Staline en revanche ne fait pas c'est pas un doctrinaire sur le plan militaire. C'est-à-dire je pense pas que les purges aient été motivées par un choix de doctrine sur ce qu'il pensait que devait faire ou ne devait pas faire l'armée rouge, ou la façon dont elle devait concevoir ses opérations. On est beaucoup plus dans de la politique et de la paranoïa politique que dans des choix stratégiques. Encore une fois, comme j'ai dit, il exécute les deux, donc finalement tout est remis à plat. Et d'ailleurs, en 1941, quand on regarde la doctrine de l'armée rouge à la veille de Barbarossa, on est beaucoup plus proche de Tukhachevski que de Zietchine, et c'est sous la pression de la guerre qu'ils vont revenir à quelque chose d'assez proche de Zietchine. Donc cette ambiguïté-là, d'ailleurs, n'a jamais été levée dans les débats théoriques en Union soviétique, et ça explique des revirements qui se sont souvent faits au détriment du réalisme de capacité, ce qui du coup nous amène à aujourd'hui. J'ai pas de pronostic, je me hasarderai pas à faire un pronostic définitif, parce que tant que la guerre n'est pas finie, la messe n'est pas dite, et en fait il peut se passer tout un tas de choses. Je veux dire, c'est le 1er mai 1940, personne n'aurait parié sur un effondrement de la France en si peu de temps, et pourtant il s'est produit. Donc voilà, il y a toujours des possibles qui existent. Maintenant, si on reste sur le plan des capacités, de ce qu'on en connaît, ce qui est évident, c'est que les Russes ont un avantage en termes de capacité de mobilisation. Ils ont plus d'hommes à envoyer au front. Ils ont un avantage en termes de puissance de feu aujourd'hui, depuis le début de la guerre. Et donc probablement aussi ce rapport de feu favorable amène à un rapport de perte très vraisemblablement défavorable aujourd'hui aux Ukrainiens. Contrairement à ce que racontent tous les médias. Alors, qui reprennent ce qu'en disent les Ukrainiens eux-mêmes, mais qui sont dans une communication de guerre qui est tout à fait légitime de leur part. On n'apprend que leurs sources, forcément. Alors, le problème, c'est que, et c'est là la grande limite, c'est que les sources russes, il n'y en a pas beaucoup, et elles sont pas tellement plus fiables. Donc finalement, on ne peut croire personne dans cette affaire. La question qui se pose aujourd'hui, c'est la capacité de... Donc la question des pertes, c'est une question, il est clair du point de vue des capacités de mobilisation, la Russie a un avantage, qui ne sera pas éternel, parce qu'elle ne pourra pas non plus... on est sur deux pays qui ont une démographie déprimée, et qui n'ont pas tellement de jeunes gens à aller envoyer au front non plus. On est plutôt dans des classes creuses, de part et d'autre. Sur le plan matériel, la Russie a plus de stocks, et elle a un outil industriel qui est nettement plus conséquent dans le domaine militaire, donc elle a cet avantage. L'Ukraine s'en est sortie jusqu'à présent avec l'appui matériel des pays occidentaux, mais on voit bien que les capacités industrielles, c'est-à-dire la capacité à entretenir l'effort dans le temps, mais aujourd'hui n'existent pas en Occident. Et donc, la situation me semble être la suivante. Aujourd'hui,
l'Ukraine a réussi à reconstituer une réserve, manifestement, grâce aux apports d'armes et de munitions occidentales. Se pose aujourd'hui pour elle la question de savoir comment elle va l'utiliser. Donc c'est la fameuse offensive de printemps, puis d'été, puis de fin, voilà, on ne sait pas. Mais qui est un, là pour le coup, on est vraiment au cœur du choix stratégique. C'est-à-dire il va bien s'agir de concevoir une opération par rapport à un but politique précis, mais encore faut-il bien le définir, et se fixer des buts raisonnables, c'est-à-dire à mon sens limités. Et voilà, et on en arrive à ça, c'est qu'en fait, une fois que cette opération a été lancée, il n'y a probablement pas la capacité d'en relancer derrière. Et donc, soit ils arrivent à obtenir, je dirais, le parallèle historique qu'on pourrait faire, c'est l'encerclement de la 3e armée égyptienne en 1973 à la fin de la guerre du Kippour par les Israéliens, qui leur permet de se placer dans une situation de négociation favorable vis-à-vis des Égyptiens. Et là, on peut rouvrir un jeu politique, à condition qu'il y ait un médiateur, à condition que, enfin, il y a beaucoup de conditions. Soit ça ne marche pas, et là, on peut arriver sur un scénario de type fin de la guerre de Corée, c'est-à-dire les choses se fichent sur la ligne de front. Soit ça ne marche pas, mais le choc psychologique et enfin moral est très fort sur les Ukrainiens. Et là, ça relance finalement la machine russe. Donc il y a toujours 3 scénarios. Donc en disant ça, je m'engage pas beaucoup, mais ce qui est certain, c'est que le scénario qui, à mon sens, est exclu parce que je n'en vois pas les capacités, c'est une reconquête totale du territoire de l'Ukraine près 2022 et encore moins près 2014. Parce que je ne pense pas qu'aujourd'hui les capacités militaires existent pour faire ça, et je ne pense pas non plus que la Russie politiquement acceptera ce type de résultat. Donc se pose, aujourd'hui le souci sur cette guerre, c'est que quand on commence à parler de buts de guerre, et donc on a posé la question des buts de guerre, notamment ukrainiens, on se fait tout de suite taxer de soutenir un camp contre l'autre, etc. Là, c'est ce que je décris, c'est simplement une analyse des faits. Encore une fois, dans la situation actuelle, dans la configuration actuelle des choses, il y a une part d'incertitude. La guerre, c'est le règne de l'incertitude. Il y a une part d'incertitude qui reste. Parce que, effectivement, nous avons des perceptions qui sont biaisées par le fait qu'on prend essentiellement pour argent comptant les sources ukrainiennes. Mais on voit, si on regarde ce qui se dit dans la presse américaine, ne serait-ce que la presse américaine, on voit qu'il y a des propos beaucoup plus nuancés qui sont tenus aujourd'hui. Mais en parallèle de ça, on ne connaît pas l'état réel de l'armée russe. Personne ne sait, en fait. Est-ce que la mobilisation, qu'est-ce qu'elle a donné? Quelle est la capacité militaire de ces unités? Quel est l'état d'usure des forces? Et donc, finalement, il y a beaucoup de questions qui me poussent à faire quelque chose de, je vous dis, classique, c'est-à-dire de faire 3 scénarios, le plus favorable à l'Ukraine, le scénario médian, qui n'est pas forcément celui qui se réalisera, et puis le scénario le plus défavorable à l'Ukraine, et la réponse se situe quelque part là-dedans. Emmanuel Todt, qui était à notre place il y a 15 jours, disait que les classes creuses russes arriveraient seulement dans 5 ans. Il pensait donc que la Russie avait 50 ans d'elle. Alors c'est lui le démographe, hein, c'est pas moi, donc voilà, je me rangerai à son avis. La capacité industrielle, en revanche, des 2 pays, elle ne représente pas 5 ans. Enfin, je veux dire, les Russes ont peut-être 1 an ou 2 devant eux, mais je ne pense pas qu'ils aient 5 ans de production de guerre possible à ce rythme-là, en tout cas. Jean-Philippe, et après, je ne vous oublierai pas. Je vous en prie. Oui, je vais revenir un peu à l'épure. Alors, peut-être que tu en parles dans ton bouquin, je ne l'ai pas acheté, c'est pas mal. C'est pas bien. On a déjà parlé peut-être un artilleur qui organise tout, la logistique, il y a un instrument divisionnaire, des divisionnaires blanchis sous le harnais, qui passe ses nuits à 4 pattes sur les cartes. On connaît, dans l'histoire de France, on nous apprend ça dès la petite école. Bon. Alors, et c'est Thiers qui passe beaucoup de temps là-dessus, parce que lui c'est un politique. Moi j'avais pas lu ça dans Tullard, dans la Nouveau. Thiers dit, et même choqué dans son histoire de l'Empire, de ce que Napoléon ne sait pas quoi faire de ses victoires. C'est-à-dire qu'au soir de Friedland, au soir de Wagram, au soir d'Austerlitz,
il n'a rien de plus pressé que d'envoyer des émissaires ou d'accueillir les bras ouverts ce que lui envoie le tsar de Russie ou l'empereur d'Autriche pour signer immédiatement. On a l'impression que finalement, il n'a rien prévu, un peu au-delà de sa fameuse bataille décisive. Alors, qu'est-ce qui a manqué finalement? S'il avait lu Sveshine, qu'est-ce qu'aurait dû faire Napoléon, qui n'a pas fait, et qui finalement, à coup de paix ou d'armistice signé, a fini par perdre, enfin n'a finalement rien stabilisé. Alors c'est une interprétation que je partage pas, et en fait Zvietchine a des pages tout à fait intéressantes sur Napoléon, et on y revient effectivement dans le livre que tu achèteras, j'imagine, très bientôt. En fait ce qu'il explique, c'est finalement quel est l'adversaire de la France. C'est la Grande-Bretagne. C'est pas l'Autriche, c'est pas la Russie, c'est pas, etc. Et donc en fait la séquence stratégique de 1805-1807, c'est-à-dire qui va mener d'Austerlitz par Jena et Auerstadt jusqu'à Friedland et à l'accord de Tilsit avec la Russie, en fait le vrai adversaire dans tout ça, c'est Londres. Sauf que Londres, c'est le seul adversaire que Napoléon ne peut pas atteindre. Mais encore moins à partir de Trafalgar, mais en fait, dès avant, il sent bien que c'est plié. C'est Londres qui finance les coalitions, c'est Londres qui suscite ses adversaires. En tout cas, c'est la perception française qui est largement vraie. Et donc, ce qu'il va chercher à faire, c'est finalement faire tomber les membres de cette coalition les uns après les autres. Et, à mon sens, au contraire, la négociation de Tilsit, qui est vraiment l'élément clé, vise dans ce qu'on pourrait appeler les prémices d'une géopolitique à la Mackinder, finalement, à créer ce bloc continental qui saura se tenir économiquement surtout, d'où le blocus continental aussi. C'est 1806 le blocus continental, donc c'est aussi, on est dans cette séquence, dans cette grande séquence-là, c'est de créer cet ensemble continental qui pourra se tenir face à la puissance maritime britannique. Et ça va évidemment, ça va échouer pour d'autres raisons. D'abord l'affaire espagnole, ensuite le fait que les Russes n'adhèrent pas parce que ça les arrange pas. Puis il y a le revirement d'Alexandre aussi, qui tient aussi à des questions psychologiques. Bon, on en rentre dans beaucoup de détails, mais je pense qu'au contraire, il y a une ligne stratégique qui est assez claire, en tout cas au début, dans l'esprit de Napoléon, et si on doit situer un point de bascule, c'est plus le fait que il va pas arriver à doter cet ensemble continental d'un système politique pérenne, ce-à-dire il va pas arriver à organiser le concert des nations européennes d'une manière qui marginaliserait la Grande-Bretagne, ce qui serait en fait ce qu'au lendemain de Tilsit il est en capacité de faire. Mais pour diverses raisons, pour des raisons dynastiques, pour des raisons parce qu'il est aussi l'héritier de la Révolution, donc c'est l'insertion de la France napoléonienne dans ce concert de rois et n'a rien d'évident. Par hubris aussi, peut-être, sans doute, il va pas aller au bout de ce que ça aurait nécessité, qui était vraiment, non pas le blocus continental, et finalement on s'arrête sur cette demi-mesure, mais finalement un congrès de Vienne qui exclurait les Britanniques. Parce qu'en fait c'était ça la finalité. Et c'est là qu'en fait se pose la question de la légitimité politique de Napoléon à proposer ça au lieu d'essayer de l'imposer par la force. Et donc ça c'est un vrai débat. Est-ce que c'est de l'opératif qui était imparfait ou de l'opératif qui n'a pas marché? Alors c'est un échec de l'opératif? C'est un échec. On est plutôt là, on est vraiment dans le champ de la stratégie, parce que si on prend, alors là aussi, en prenant cette séquence 1805-1807 d'un seul tenant, on voit bien qu'il y a une ligne stratégique claire qui va jusqu'à Tilsit et qui va mener finalement non pas à des batailles décisives du tout, mais à la conduite d'une série de pas qui ressemble peu ou prou à ce qu'on pourrait appeler du proto-art opératif, parce que c'est pas théorisé, donc, mais en tout cas il y a cette intention stratégique qui fait que Austerlitz, Jena, Auerstadt et Lohfriedland, il faut réellement les voir comme des étapes dans un cheminement qui amène jusqu'à Tilsit et à cette perspective de règlement européen. Mais à mon avis, l'échec, il n'est pas opératif, il n'est pas stratégique,
il est diplomatique finalement. En fait, on est vraiment dans la question de la politique étrangère. Et c'est la politique étrangère napoléonienne qui va échouer à proposer ce règlement des affaires européennes qui aurait marginalisé les Britanniques. Qui évidemment, eux, font tout pour l'empêcher, hein, c'est normal. Mais voilà, je pense que c'est plutôt à ce stade-là, enfin à ce niveau-là, des choses qu'on se situe. Je vous en prie. C'était juste un rebond sur Todd, en fait, par rapport à ce que disait monsieur. Parce que moi, j'ai été frappé par le fait que Todd parlait d'un risque de nihilisme ukrainien. Lui était assez pessimiste sur la réalité des forces ukrainiennes et disait qu'il y avait un risque de nihilisme. Il dit, voilà, c'est ma principale crainte actuellement. Dans une de ses interventions, il disait ça. Alors, de nihilisme, à quel sens? Alors, je lui demandais le sens du mot, en fait. Lui pensait qu'il y avait un désespoir, au sens presque tragico-slave de cette situation de guerre fratricide, voilà. Et quelques temps après, il y a une information qui m'a étonné, c'est que les Ukrainiens avaient attaqué une centrale nucléaire, paraît-il. Je me suis demandé si ça pouvait être un quatrième scénario, finalement, de la guerre, c'est-à-dire qu'à un moment donné, une sorte de suicide, un petit peu, disposer de l'arme atomique, finalement, si l'Ukraine, finalement, dispose pas de l'arme atomique, si on peut dire non, alors bon, par écho. Je pense que là, il y aura des puissances pour intervenir et limiter les dégâts aussi. Personne n'a intérêt à l'escalade. Le nihilisme comme forme d'anti-stratégie, c'est toujours ça peut arriver, hein, c'est possible. C'est un petit peu finalement la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ça, que ce soit dans l'Allemagne finissante ou dans le Japon finissant, il y a cette forme de nihilisme. Et puis finalement, si nous devons tous disparaître, faisons-le dans un grand combat. C'est une possibilité, mais me semble-t-il, comme on est quand même dans une guerre à but, maintenant en tout cas à but limité, et que les Ukrainiens surtout ne sont pas seuls, ils doivent aussi tenir compte d'autres puissances. Alors il y a un autre scénario, qui est le scénario dans le cas d'un effondrement ukrainien, de l'entrée en lice d'autres puissances. On pense par exemple à la Pologne qui est très investie dans l'affaire. Ça, c'est une possibilité d'escalade. Et là, il reviendra en fait aux États-Unis de se positionner par rapport à ça. Le nihilisme ukrainien ne pourra pas s'exprimer dans la mesure où l'Ukraine ne mène en réalité pas sa guerre seule. Et donc elle va aussi, c'est pas elle qui tient les cordons des munitions et même pas de la bourse, hein, puisque l'État ukrainien vit sous perfusion financière américaine notamment depuis des mois maintenant. Donc ce nihilisme-là me semble pas, dans ce sens-là, peut avoir une réalité, c'est-à-dire il peut y avoir des velléités où il peut se manifester, mais pour moi c'est pas ça qui va être décisif dans le cours pris par la guerre. Mais c'est peut-être parce que je suis un réaliste et que je ne lis pas l'âme. Le scénario aux États-Unis débranche l'Ukraine tout simplement en négociant directement la fin des combats, comme c'était un petit peu. C'est toujours possible, hein. Il y a des précédents. Hein. Il y a l'accord de Paris avec le Vietnam, il y a l'Afghanistan beaucoup plus récemment. C'est toujours possible ça. Hein. Il n'y a pas de comment. C'est la phrase un État n'a pas d'amis, il a que des intérêts. Donc si les intérêts changent, les amis aussi, hein, finalement. Donc oui, ça c'est une possibilité. Surtout que l'année prochaine, il y a des élections aux États-Unis. Oui, c'est ça. La guerre en Ukraine, c'est une guerre entre les États-Unis et la Russie. C'est la perception russe. Enfin, les Ukrainiens sont quand même partis. Enfin, c'est quand même eux qui sont les premiers concernés. Je veux dire, en fait. C'est d'abord une invasion russe de l'Ukraine, il ne faut quand même pas l'oublier. C'est l'objet de la guerre. Mais la rivalité, elle est entre les États-Unis et la Russie. Oui, mais alors, si on se place sur le plan des rivalités, on pourrait même dire que c'est une guerre interposée entre les États-Unis et la Chine. Mais en fait, non, il faut pas. Le fait qu'il y ait des puissances tierces qui soient impliquées dans le conflit n'enlève pas le fait qu'au départ, c'est quand même une guerre entre la Russie et l'Ukraine. Après que le narratif russe veuille dénigrer l'Ukraine en disant que l'Ukraine, ça n'est que le paravent des Américains, c'est une chose,
Mais à l'origine de cette guerre, il y a quand même l'invasion d'un État souverain par un autre, pour des raisons qui tiennent à leur logique, mais qui ne sont pas... Mais l'OTAN était déjà en Ukraine. Il n'était pas avec des... Oui, mais enfin, là, après, si on commence à faire ça, on remonte en 2014, et puis on remonte avant 2014, et puis on remonte à la chute de l'Union soviétique, finalement. Mais je dirais qu'en l'espèce, ça n'a plus beaucoup d'importance en réalité. Aujourd'hui, la réalité de cette guerre, c'est que c'est une guerre entre la Russie et l'Ukraine avec d'autres puissances qui sont parties prenantes. Comme vous le disiez, c'est les États-Unis qui tiennent d'abord fait. Oui, ben, ils appuient, clairement. Alain, tu voulais parler? Vous disiez qu'en 1918, un des problèmes, c'est que l'Allemagne n'avait pas accès, enfin, pas intégré le fait qu'elle était battue. Mais il y avait une autre possibilité compte tenu de l'état des forces et compte tenu du fait que les alliés de la France n'avaient pas forcément les mêmes buts de guerre que la France. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire pour qu'elle soit... Il y a la proposition de Foch qui est de dire il faut continuer, il faut rentrer en Allemagne, même symboliquement, pour leur montrer qu'on est capable de porter la guerre sur leur sol et que donc ils ont bel et bien perdu. Mais effectivement, alors non seulement les alliés de la France ne l'auraient pas suivi, pas nécessairement, mais par ailleurs, l'opinion française, on est quand même sur une armée française qui a été fragilisée par l'épisode de 17 et qui n'est pas forcément prête à dire attendez, ils se rendent, mais non, on va continuer quand même parce que à long terme, là après il y a des circonstances politiques et humaines, je dirais, de manière très, très prosaïque, qui s'imposent aux belligérants et qui font que très certainement, il n'y avait pas d'autre possibilité que d'arrêter la guerre quand elle s'est arrêtée, à partir du moment où les Allemands ne voulaient plus la continuer. Mais voilà, le souci, c'est... et là, je vous renvoie plutôt à l'ouvrage que vient de faire paraître Gérard Haro, qui s'appelle Nous étions seuls, sur la diplomatie française de l'entre-deux-guerres, et qui montre bien qu'en fait, finalement, ça c'était encore rattrapable, à condition que les alliés de la France, et notamment la Grande-Bretagne, ne changent pas de poulain au lendemain du 11 novembre 1918. Donc, et que les États-Unis ont prêté aussi. Oui, alors, mais bon, le rôle décisif est sans doute celui de la Grande-Bretagne, qui reprend en fait, dès que les hostilités sont finies, sa position ordinaire de méfiance vis-à-vis de la France, qui aurait des velléités impérialistes dont elle a absolument plus les capacités. Mais le livre de Gérard Haro le retrace très très bien cette... Vous venez d'évoquer Foch, il me semble que c'est surtout le général Pétain à l'époque qui avait proposé cela, et que Foch a été contraint par les Alliés, effectivement, d'accepter la fin des hostilités. Là, c'est Pétain qui avait monté toute une opération pour franchir la frontière. C'est à vérifier. Là, pour le coup, j'ai pas de certitude sur ce point-là, donc je m'avancerai pas. Mais pour moi, Pétain est déjà pessimiste en fait à cette époque-là. C'est quand même c'est un trait de caractère assez fort chez lui. Et il est possible que sur le plan, il est possible qu'il le suggère. Mais c'est à mon sens surtout Foch qui a cette perception politique, à tel point qu'ensuite Foch sera aussi très agressif pendant les négociations du traité de Versailles pour essayer de les durcir, pour faire sentir aux Allemands qu'ils ont perdu. Mais après, là, pour le coup, sur Pétain ou Foch, d'où vient là, faudrait se replonger dans les sources, là je ne sais pas, donc je ne vais pas dire de bêtises. Alors je vais me passer la parole. Vous consacrez un passage de votre livre aux stratèges avec un grand S et aux souverains avec un grand S. Comment ça se passe entre les deux, justement? C'est jamais simple. Effectivement, on utilise cette personnification finalement des fonctions, même si il peut y avoir plusieurs stratèges et que le souverain n'est pas forcément un homme, c'est peut-être une fonction qui s'incarne dans un parlement, par exemple, dans un régime parlementaire ou dans un collectif gouvernemental. Mais l'idée, c'est de dire le souverain a la charge de la conduite politique de l'État en guerre,
Et donc il ne fait pas que s'occuper de stratégie, parce qu'en fait un État en guerre, ça continue d'avoir une politique intérieure, ça continue d'avoir... je veux dire, les fonctions ordinaires ne s'arrêtent pas soudainement parce qu'il y a la guerre. Et là, je vous renvoie un petit peu à l'épisode de pandémie qu'on a vécu, où passé les premières semaines où on a voulu tout arrêter, on s'est assez vite rendu compte qu'en fait, non, on ne pouvait pas suspendre la vie d'un pays pour un phénomène. Donc c'est pareil quand il y a une guerre. Donc il doit continuer de s'occuper de ça, il doit continuer de s'occuper du jeu des factions en lutte au sein de l'État et d'arriver à les faire aller dans le sens désiré. Il continue à gérer la diplomatie, il continue à gérer l'économie, il continue à gérer tout ça. Qui ne contribuent à créer les conditions de mise en œuvre de la stratégie, mais qui ne sont pas, contrairement à cette inflation du terme, qui ne sont pas, à mon sens, de la stratégie. Donc c'est ça le rôle du souverain. Le stratège, lui, il s'occupe de la conduite militaire de la guerre, c'est-à-dire comment... alors on utilise plusieurs exemples historiques, mais c'est le souverain, si on prend la guerre de sécession, c'est Abraham Lincoln, et le stratège, alors il peine à en trouver un qui fonctionne, mais c'est Grant, finalement, à la fin de la guerre, qui joue ce rôle-là, qui a vraiment la main sur la conduite militaire de la guerre. C'est Staline qui est le souverain, et puis la Stavka qui joue le rôle de stratège collectif avec des figures comme Vassilievski, Zhukov, etc. Après, dans la pratique, le souverain peut faire de l'entrisme. C'est Hitler qui prend des décisions qui en fait relèvent du stratège. Alors il peut être aussi tout à la fois, c'est Napoléon, qui est le contre-exemple parfait, parce qu'il est souverain, stratège, et puis il est aussi tacticien, parce que c'est lui qui commande sur le champ de bataille. Donc il y a une fusion de l'ensemble dans sa personne. Mais dans un État moderne, vu l'ampleur des tâches, en règle générale, le souverain est souvent d'ailleurs en plus n'est pas un militaire, donc il est incompétent à conduire militairement la guerre. On a aussi l'exemple, on le citait à l'instant, de Clemenceau, Lloyd George, parce qu'on est dans le cadre d'une alliance, et Wilson, qui sont le souverain collectif de l'entente, et puis Foch, qui est le stratège, là pour le coup, puisqu'on lui a donné, à la fin de la guerre, on lui donne le mandat de coordonner tous ces efforts-là, et qui s'occupe vraiment de la mise en œuvre militaire des choses. Mais donc, à chaque fois, pour leur répondre à comment ça marche, on arrive à identifier le plus souvent les deux fonctions. Des fois, elles se confondent, mais le plus souvent, en fait, la configuration qui va émerger est une configuration qui correspond à la culture politique de l'État dans lequel on se situe. C'est-à-dire que et aux évolutions de cette culture politique. Je vais donner un autre exemple français pour le coup et plus lointain. On voit bien qu'il y a une évolution très claire de la répartition des rôles qui se fait au moment de l'Ancien Régime entre ce qu'on va connaître, je dirais, avec Henri IV et son panache blanc sur le champ de bataille, qui est encore dans une vision assez médiévale de la chose, et ce qui va se passer avec d'abord Louis XIII et Richelieu, où là on commence à avoir une fonction du souverain qui se distingue de la fonction du champ de bataille et qui va vraiment même être quasiment théorisé avec Louis XIV, qui même s'il est présent sur le champ de bataille pour des raisons symboliques, délègue en réalité la conduite militaire de la guerre. Donc c'est la fameuse stratégie de cabinet, et puis il va y avoir un certain nombre de figures qui émergent, mais c'est pour ça qu'on va commencer à émerger des figures de grands généraux, et qui correspondent non pas à une absence de talent militaire nécessairement du souverain, mais à un choix politique de dire il faut dissocier les deux fonctions, y compris pour que le trône ne dépende pas des batailles. Ce qui est un petit peu le problème, ça renvoie à ce qu'on disait sur Napoléon tout à l'heure. Le problème de Napoléon, il le sait et il le dit, chaque fois qu'il livre une bataille, il remet son trône en jeu. Il est évident que la pérennité de l'État ne peut pas faire ça, donc toute la stratégie, toute la logique Louis XIVienne qui consiste aussi à séparer cette fonction royale de la fonction de strict commandement militaire, est aussi un moyen, au lendemain de la Fronde et au lendemain des troubles politiques de la monarchie française, de dégager la fonction royale de ce procès en illégitimité qu'on pourrait lui faire si le roi perd une bataille. Bon, c'est plus jamais le roi qui perd une bataille, c'est la monarchie éventuellement, mais c'est l'État, mais ça n'est plus le souverain en tant que personne. Donc il y a cette dissociation se fait sur des critères qui sont vraiment très liés à la nature politique, à la constitution politique de l'État, et aussi à la nature de la légitimité du pouvoir au sein de cet État. Chez Napoléon, il n'a pas le choix, il a besoin d'être sur le champ de bataille parce que c'est l'une des sources premières de sa légitimité. Il n'arrive pas à transformer l'essai
pour avoir une autre source de légitimité. À l'inverse, à la même époque, on voit bien que le tsar, qui se pique de commander lui-même à Austerlitz, apprend à ses dépens qu'il vaut mieux qu'il laisse faire les professionnels parce qu'il n'est manifestement pas compétent. Et donc on voit émerger des figures de généraux. Et donc typiquement, en 1813, on a Schwarzenberg qui joue ce rôle de stratège, mais qui est plus un coordinateur. Et les souverains qui, même s'ils cherchent à faire de l'entrisme parce qu'ils n'ont pas totalement abandonné la figure du roi soldat, se dégagent progressivement de ça pour gérer davantage la partie diplomatique. Et on arrive sur des exemples comme Eisenhower, où là on a un souverain bicéphale qui est Churchill-Roosevelt, avec un déséquilibre entre les deux, mais quand même ça se négocie à ce niveau-là. Et Eisenhower, à qui les deux puissances délèguent la fonction de stratège, que d'ailleurs il ne va pas totalement assumer parce qu'il se comporte davantage en logisticien qu'en stratège. Alors il se rattrapera politiquement quand il sera lui-même président des États-Unis, mais en 1944-1945, la dimension politique du conflit lui échappe totalement. Donc quand on dit que le président de la Constitution, que le président de la République française est le chef des armées, il est le chef des armées parce que politiquement, il est le chef des armées. Marie-Jean n'est pas là, il y a tout un développement là-dessus. Je vous en prie. Il est le chef des armées au sens politique du terme, mais pas au sens opérationnel du terme. Et d'ailleurs, la logique de la Ve République a vu émerger un état-major des armées qui est une institution puissante en termes opérationnels, et qui est un peu c'est la Stavka française d'une certaine manière. C'est-à-dire que le président de la République a clairement une fonction dans la Ve République, a une fonction de souverain, c'est-à-dire qu'il s'occupe de la conduite politique de la guerre, et à ce titre, il est le chef des armées, mais au sens à qui les armées doivent l'obéissance politique. En revanche, il n'est en aucun cas le stratège. Il y a des institutions, donc en l'occurrence l'état-major des armées, dont c'est en principe la fonction. Encore pour ça, faut-il que le souverain définisse une politique, qu'il y ait une stratégie qui soit, et que donc cette politique puisse se décliner en but stratégique, sans quoi on obtient plutôt des gens qui font de l'administration et de la tactique occasionnellement. Mais c'est un problème qui tient pas tant à la nature de l'outil, parce que l'outil permettrait tout à fait d'avoir ces deux fonctions, mais plutôt à l'absence de stratégie qui ne permet pas que le stratège existe en fait. C'est plus comme ça que je le vois en tout cas. Et le président des États-Unis? Alors le président des États-Unis, c'est différent parce que y a une pratique du pouvoir et une pratique des institutions qui ne correspond pas forcément à la lettre des institutions. Je m'explique. Le système américain, bien qu'il donne au président un grand nombre de pouvoirs, donne aussi un pouvoir extrêmement important à son... Enfin, en fait, il y a une chaîne de commandement qui passe par le secrétaire à la défense, qui en fait a un poids beaucoup plus conséquent que notre ministre des Armées à nous. Les chefs d'état-major, il n'y a pas d'état-major, il n'y a pas d'équivalent de l'état-major des armées aux États-Unis. Le Pentagone est un outil qui est d'abord administratif et bureaucratique en réalité, mais pas du tout opérationnel, ou très peu. Il est censé fournir des capacités qu'ensuite il va donner à des espèces de proconsuls militaires que sont ces grands commandements intégrés. Donc le CENTCOM pour la zone Moyen-Orient, le COM pour la zone européenne, etc., qui sont eux les stratèges, si on peut dire, déconcentrés de la puissance planétaire américaine. La pratique du pouvoir américain a amené à ce... Et dans tout ça est organisé par la loi aux États-Unis, et donc avec un rôle du Congrès, puisque l'organisation des forces armées américaines, c'est le Goldwater-Nichols Act de 86, si je ne dis pas de bêtises, ou 83 peut-être. Bon bref, début des années 80, qui en fait retire les pouvoirs de conduite aux états-majors, aux chefs d'état-major des différentes armées, et qui les confie à ces grands commandements régionaux. Ce qui est aujourd'hui remis en cause aux États-Unis parce que ça donne notamment un poids énorme à l'armée de terre au détriment de la marine. Donc vis-à-vis de la Chine, ça pose aujourd'hui des problèmes dans le Pacifique. Donc il y a tout un tas d'enjeux institutionnels et bureaucratiques aux États-Unis. Et puis il y a une pratique du pouvoir qui est que parce que le système est un peu rigide et rigidifié par la loi, l'exécutif a pris un poids, notamment après le 11 septembre 2001, a pris un poids considérable en contournant en fait toutes les dispositions qui permettent au Congrès de contrôler l'état de guerre notamment et la façon dont ça se passe.
Finalement, la Maison-Blanche est en mesure de bypasser largement les différents garde-fous pour donner directement des consignes aux commandements régionaux, voire à des commandements qui ont des compétences planétaires, comme les opérations spéciales, par exemple, qui ont pris un poids très important dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Donc il y a cette les enjeux stratégiques américains, au-delà de la culture politique dont je parlais tout à l'heure, il faut bien comprendre que l'armée américaine les armées américaines, parce qu'elles sont plusieurs et elles ont chacun leur ministre en plus, sont des bureaucraties qui se livrent une guerre intestine permanente. On est quand même sur un cas, alors c'est des problèmes de riches, me direz-vous, mais on est quand même dans un pays où la marine a sa propre armée de l'air et sa propre armée de terre, le corps des Marines, qui est l'armée de terre de la Navy. L'armée a sa propre force aérienne, qui est juste la 3e du monde derrière l'US Navy et l'US Air Force, et ainsi de suite. Mais elle a aussi sa propre marine, parce que l'armée de terre américaine a des bateaux. Alors certes, c'est pas des bateaux de guerre, c'est des bateaux de transport, mais enfin quand même, elle ne dépend pas de la marine. Donc en fait, on voit bien qu'ils doublonnent en permanence les capacités. Et il a fallu une loi pour que l'US Air Force, dans les années 50 de mémoire, ou au début des années 60, interdise à l'armée de terre, de posséder des avions à aile fixe. C'est pour ça qu'ils ont surtout des hélicoptères. Et ainsi de suite. Donc en fait, ils se livrent une guerre intestine permanente. Et le politique au milieu de ça ne cesse de fabriquer des nouvelles structures pour en fait contourner tous les blocages qui émergent au fur et à mesure. Donc c'est une espèce de chaos institutionnel qui à la fin arrive à fonctionner quand même, mais qui explique pourquoi avec un budget aussi considérable, c'est aussi un budget où il y a énormément de gaspillage en réalité parce qu'ils doublonnent beaucoup et ils ont une bureaucratie qui est considérable et qui commence d'ailleurs à montrer ses signes de faiblesse aujourd'hui, c'est-à-dire que ça marchait quand on était dans l'optimisme reaganien et la superpuissance triomphante. Aujourd'hui, face à une Chine qui a des capacités de production qui sont supérieures et avec un modèle et un complexe militaro-industriel qui est en voie d'essoufflement technologique et bureaucratique, ça pose de réelles questions sur la pérennité du modèle militaire américain. Donc c'est un peu, je ne vais pas dire que c'est le colosse au pied d'argile parce que ce serait très exagéré, mais il ne faut pas non plus s'imaginer que c'est un monument d'efficacité managériale. On en est en fait assez loin. Chers amis, on va remercier Benoît. En lui demandant de revenir pour son prochain livre, bien sûr. Avec plaisir. La semaine prochaine, on va parler de guerre civile, de faction, de légitimité, avec Fadi El Hadj, qui est déjà venu ici et qui nous parlera de la guerre de succession de France, c'est-à-dire du problème Henri IV. Donc, comment Henri IV est-il devenu roi légitime, ce qui n'était pas évident, nous le verrons la semaine prochaine.